La différence entre une agence et une start-up, en fait, tu es en général sur fonds propres. Tu commences, tu vends des projets, tu gères ta marge, et derrière, c'est ce qui te permet d'être rentable. Une start-up, tu vas lever de l'argent sur une idée. Donc, c'est très spéculatif. On n'a jamais fait du low cost. Je pense que c'est important de le dire. Quand tu tires les prix vers le bas, il y a toujours des gens qui vont avoir des prix plus bas. Si ta proposition de valeur, c'est de dire on est les moins chers, finalement, tu es toujours battu. Salut Simon. Salut Théo. Alors, tu es le fondateur de Pomelo. Tu es aussi porteur de la flamme olympique. Tu pourrais nous en parler. C'est hyper intéressant. Comme d'hab dans ce podcast, ce qu'on aime bien, c'est passer un petit peu outre de ce qu'on voit sur LinkedIn. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous racontes vraiment ton parcours, comment ça a commencé, et puis tu peux remonter aussi loin que tu penses nécessaire. Si tu veux nous raconter où tu es né, où tu as grandi, vas-y. Et voilà, on veut tout savoir sur toi, Simon. Eh ben écoute, merci Théo, merci de m'inviter. Ça fait toujours plaisir vraiment de parler, donner son expérience en fait d'entrepreneur et puis de gérant d'agence, parce que je pense que le parcours en fait d'entrepreneur dans ce secteur-là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Les gens comprennent pas forcément d'ailleurs ce qu'on fait, et donc c'est un plaisir de pouvoir en parler à des personnes qui connaissent ça ou des personnes qui connaissent un peu moins ça, et de donner un retour d'expérience. C'est le mien, mais en tout cas, j'espère qu'il sera utile. Voilà. Donc merci Théo pour ça. Alors, pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Simon Cohen, je suis le cofondateur de Pomelo Factory. On est une agence de stratégie de contenu, donc je pourrais revenir là-dessus par la suite pour expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement. J'ai 28 ans, je suis ingénieur, et, euh, et en fait très tôt j'ai entrepris, puisque dès que j'étais à l'école, en fait, j'ai eu un parcours assez classique, disons académique en France, puisque j'ai fait un parcours généraliste. Ensuite, j'ai fait une prépa. Après, j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis, quand j'étais à l'école, je me suis dit, j'ai envie de monter un business. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais je me suis dit, j'ai envie de monter un business. Je me suis lancé sur différents projets avec des associés différents, avec dans des secteurs différents aussi, dans la formation, dans la food, dans l'entertainment, dans la création de contenu aussi. Et puis, ces projets, j'ai travaillé dessus pendant 4 à 6 mois. Et en fait, à chaque fois, j'ai appris plein de choses, mais je me rendais compte que ça prenait pas forcément la mayonnaise. Après, j'étais étudiant, donc ça me posait aucun problème. Puis après l'école, donc moi j'ai eu enfin, pour expliquer aussi, moi j'ai travaillé dans des entreprises, des grandes entreprises comme SAP par exemple à Paris, mais je travaillais aussi en start-up sur des sujets très tech, en data science à New York. J'ai bossé à Sao Paulo aussi dans une boîte en tant que business developer. Donc j'ai pu voir vraiment m'imprégner de l'entrepreneuriat dans des secteurs assez différents. Voilà, donc ça c'était un peu mon parcours et avant de lancer Pomelo. Et Pomelo, donc du coup, j'ai créé ça de toutes pièces avec mon associé Igal Saba. Donc Igal est un peu plus âgé que moi, et lui il a fait un parcours plutôt de production, donc vraiment production vidéo. Et quand je l'ai rencontré, il travaillait en agence, dans une grosse agence parisienne. Et puis voilà, moi j'étais ouvert à créer un business dans ce secteur-là. Pourquoi dans ce secteur-là? C'est qu'après avoir travaillé sur différents projets qui ont plus ou moins pas abouti, voilà. Je pense que le plus loin où on est allé, c'est de vendre, enfin d'aller pitcher à Disney. Voilà, c'était un Ok. projet dans la formation et c'était vraiment top. Entre la formation et l'entertainment, on est allé pitcher dans les HR, dans les HQ de Disney, ça c'était vraiment top. Bon, j'ai rencontré mon associé. Moi, j'avais un fort attrait pour la création de contenu parce que je faisais de la vidéo depuis que j'étais tout petit. Je dis ça, j'ai Ok. commencé à 12 ans le montage sur Premiere Pro, donc c'est vraiment un sujet qui me passionnait, plutôt sur la partie cinéma. Et en fait, je suis revenu à ces bases, back to basics. Je me suis dit, j'ai envie de lancer un business dans quelque chose que je connais, avec un produit qui me parle, et quelque chose qui est assez tangible. Donc de sujets assez tech à la base, je suis revenu sur des choses plus qui ont trait au service. Et donc, voilà, en clair, monter une agence de création de contenu. Et à la base, c'était création vidéo, purement vidéo. Donc j'ai rencontré Igal, et puis on a pris un café à Bastille, c'était en 2019.
C'était ouais, en octobre 2019. On s'est rencontrés, on s'est dit en fait, ce qu'on voulait faire chacun. Je pense que ce qui est important, c'est l'ambition des deux personnes. Est-ce qu'elles sont, disons, parallèles? Est-ce qu'elles vont dans la même direction? Ou est-ce que bah, elles vont dans des directions qui ne se rejoignent pas? Donc, on s'est rendu compte qu'on avait la même ambition. On voulait un peu hacker le game dans la création de contenu. Ok. Et on s'est lancé très rapidement, en fait. On a monté Pomelo. Directement, on a eu des clients qui faisaient partie de notre réseau. Et puis, donc C'était les quoi le premiers pitch de clients. base? Le pitch de base, c'était une plateforme. Ah, c'est drôle de revenir là-dessus. Parce que ça fait 4 ans et demi du coup. Mais à la base, c'était une plateforme où vous avez une demande. Et puis nous, derrière, eh ben, on se débrouille en fait pour y répondre. Donc vous voulez faire, c'était très orienté, c'était vraiment très productisé. C'était vraiment, vous voulez faire une vidéo de présentation, vous voulez faire un motion design, vous voulez faire un live event, vous voulez faire un enregistrement de podcast. Voilà, on peut le faire. On trouve les personnes pour le faire partout. Donc ça c'était Ok. important. Il y avait le sujet du local et en fait on s'est lancé là-dessus, mais on s'est rendu compte qu'il fallait faire du sur-mesure. On était obligé parce Ok. que nos clients nous demandaient des choses vraiment sur mesure. Donc les offres productisées, c'était super dur en fait à vendre. Ça, c'est hyper intéressant parce Donc qu'on on est s'est quand lancé. même où on conseille de se nicher, de se productiser. Vous avez commencé directement comme ça et vous en êtes revenu. Est-ce qu'aujourd'hui, après quelques années, il y a quand même un peu cette vision catalogue où même si vous en êtes parti sur du sur-mesure, il y a quand même euh, des tarifs standards, etc. Ou est-ce qu'en fait, non, dans votre niche en particulier, ça ne s'adapte pas? En fait, quand tu es une agence et de stratégie ou de création de contenu, j'expliquerai la stratégie de contenu par la suite, mais justement, il y a plusieurs voies possibles. En fait, tu peux prendre une voie de vraiment sur étagère. Tu peux dire, voilà, on fait Hmm. ça, on fait ça, on fait Ouais. ça. Et il y a pas mal d'acteurs dans le secteur qui font ça. Donc, qui proposent vraiment des choses productisées. Ou tu peux aller plus sur du conseil et de l'accompagnement. Et là, tu vas être sur du sur-mesure. Tu vas être sur des paniers moyens qui sont plus importants. Tu vas être sur de l'accompagnement long terme. Hmm. Et ce qui permet bah, d'apporter en fait cette dimension, en fait ton intelligence. Donc voilà, au début, on a testé différentes choses. On s'est rendu compte qu'on voulait hacker le game, ce que je disais. En fait, on voulait innover dans le secteur de la production vidéo. Parce que c'était un secteur qu'on connaissait très bien, mon associé et moi. Parce qu'on est autodidacte, parce qu'on a vraiment appris par nous-mêmes, on a utilisé ces logiciels pendant une dizaine d'années, on a vu leur évolution aussi. Et ça, c'était avant le Covid, hein. Et en Ouais. fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de process qu'on pouvait simplifier. Donc au départ, la proposition de valeur de Pomelo Factory, c'était ça. C'était justement Pomelo Factory. Donc une content factory. On crée du contenu à la demande très rapidement, de façon vraiment ultra réactive. On a des chefs de projet qui sont là pour répondre à la demande et puis vous proposer les choses. On n'a jamais fait du low cost. Je pense que c'est important de le dire. Mais quand tu tires les prix vers le bas, il y a toujours des gens qui vont avoir des prix plus bas. Donc, Ok. si ta proposition de valeur, c'est de dire on est les moins chers, finalement, tu es toujours battu. Et après, bah, si toi, tu vas impacter tes marges, tu vas pas tenir dans la durée. Et puis, en fait, tu seras toujours battu, même par des agences au Bangladesh ou en Chine. En fait, tu auras toujours moins cher que toi. Et, et tu pourras pas tenir sur la durée. Donc le low cost n'est pas une option. Après, du coup, c'est qu'est-ce que tu proposes. Donc quand tu es une agence, tu vas pouvoir proposer de la créativité. Tu vas pouvoir proposer une idée qui est incroyable, une idée de dingue. Tu vas pouvoir proposer un accompagnement avec des chefs de projet qui sont au top. Enfin, voilà, il y a différentes approches possibles. Mais en tout cas, pour répondre à ta question de départ, quelle direction on a prise? Bah, au départ, en fait, on est parti sur des choses vraiment sur étagère. On fait du motion design. C'était quoi? C'était motion design, un format immersion, donc un format de vidéo témoignage un peu avec des plans d'illustration et du motion design parce qu'on adore le motion design. Donc motion, on avait un Pour les format gens comme moi immersion. qui connaissent rien, c'est quoi le motion design? Ah, il faut peut-être que je revienne là-dessus à la base. Motion design, c'est des animations graphiques. Donc dans une vidéo, soit tu as une vidéo, par exemple là, on est filmé, tu vois, il y a une caméra qui nous filme. Soit tu as des images qui sont générées par ordinateur.
Alors, Ok. il y a vraiment différentes techniques possibles, hein, parce que tu peux partir sur du crayonné, tu peux partir sur des personnages animés, tu vois. Tu peux Mhm. faire. Il y a beaucoup de pubs, par exemple, dans les fintech, et on travaille beaucoup pour les fintech, où tu vas avoir, par exemple, des cartes bancaires qui sont animées avec du texte qui apparaît, l'offre. En général, c'est couplé avec de la musique. C'est ce genre, en fait, de vidéos-là, qui sont pas Ok, des vidéos tournées. Donc, c'est des ok, vidéos très en bien. motion design. Alors, du coup, ce que je disais, c'est qu'on avait vraiment des offres productisées à la base. Avec aussi, on faisait du live event parce qu'on avait ces techniques-là qu'on vendait déjà, enfin, qui se vendent bien sur étagère. Et puis, euh, et puis, on faisait du snack content aussi, donc réseaux sociaux. Voilà, il y a eu pas mal d'offres qu'on a proposées chez Pomelo pendant 4 ans et demi. En même temps, c'est long, 4 ans et demi, il se passe beaucoup de choses. On a lancé en parallèle de Pomelo, enfin au sein de Pomelo, on a lancé un produit tech qui s'appelle Derush.io. Donc c'est J'allais te toujours poser la disponible, question. vous pouvez aller voir aussi. Mais moi, c'est mon background d'ingénieur, couplé à celui d'un commercial hors pair comme mon associé, que je salue d'ailleurs, qui en fait nous a permis de lancer Derush.io. Donc pendant un an et demi, moi je bossais sur cette techno, je dois dire révolutionnaire, avant qu'arrive l'IA, avant qu'arrivent les nouveaux process d'Adobe, de Apple, vraiment les nouveaux logiciels de montage où aujourd'hui, bah, évidemment, tu gagnes énormément de temps. Mais il y a 5 ans, c'était pas du tout comme ça. Et D'accord. donc, en 2 mots, ce que Derush proposait, ce qu'il propose toujours, c'est de simplifier la création de contenu vidéo ou podcast grâce à de la reconnaissance vocale. Donc là, par exemple, on fait une interview. L'interview, elle est transcrite automatiquement. Donc là, il y avait de l'IA et de la reconnaissance vocale. Ensuite, tu peux collaborer sur cette transcription. Donc, par exemple, dans une agence ou dans un média, par exemple, il y a le journaliste qui va pouvoir retravailler les phrases, les mettre dans l'ordre qu'il veut ou qu'elle veut, et puis chercher les points d'intérêt, noter des points d'intérêt au sein de l'interview. Et toutes les modifications qui sont faites sur le texte, elles sont directement rebalancées, en fait, opérées sur la vidéo. Ce qui fait que tu fais un montage à partir du texte et à partir des idées. Et ça, c'est essentiel. Donc ça fait gagner 30 à 40% de temps aux journalistes et aux monteurs. Et ça, on en était très fiers. Bon, il se trouve que ce produit, on a arrêté parce qu'on a eu de la concurrence très très forte d'Adobe en 2021 quand ils ont lancé leur nouvelle version de Premiere Pro. Et là, on s'est dit, bah, en fait, on fait pas le poids. Et Ouais. on s'est concentré, focalisé sur un modèle d'agence où là, on a proposé des nouvelles offres. On est allé de l'avant en fait, on a bombardé sur la com, sur les offres qu'on proposait. On a recruté à ce moment-là. On a eu des nouveaux clients où on leur proposait beaucoup plus d'accompagnement aussi. Et c'est là qu'en fait, bah, on a capitalisé sur le modèle d'agence. Je te coupe, enfin, je fais une petite parenthèse, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes qui lancent des agences et ont un peu un rêve de dire je vais utiliser l'agence, le cash flow. Enfin, une agence, ça a quand même un avantage, c'est un business de cash flow. Donc tu génères l'argent et tu peux Ouais. peut-être le réinvestir dans un business plus risqué qui peut être un business de SaaS. Il y en a beaucoup qui rêvent de faire ça. Bon, toi, tu avais en plus les compétences techniques pour le faire, donc ça, c'est quand même hyper intéressant comme double casquette. Mais du coup, tu vois, tu as eu cette conclusion de dire on a fait un truc de ouf, mais on s'est fait concurrencer par un mastodonte et on fait pas le poids. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant et ça fait un peu remettre les pieds sur terre, de dire moi aussi j'ai plein d'idées de SaaS, etc. Mais il faut pas oublier qu'avec une agence, ta concurrence elle est locale. Avec un SaaS, ta concurrence elle est internationale, elle est illimitée. Et tu as tous ces trucs de si un mastodonte le fait ou si l'IA change à la vitesse où ça change, demain ils peuvent faire un truc, on n'était même pas prêt. Euh, bon, après, c'est génial d'avoir réussi en plus à faire un produit qui marchait, etc., qui était en plus du coup dans la tendance finalement, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait un besoin, Mm. et un bon rappel pour ce côté, le modèle d'agence, avec tous les problématiques qu'il peut avoir il y a beaucoup d'humains, beaucoup de management, beaucoup de choses qui sont dures, c'est dur pour le fondateur de s'extirper de l'opérationnel, etc. Faut pas oublier que même le modèle qui fait rêver tout le monde, l'abonnement, le truc automatique, le SaaS et tout, euh, a aussi ses problématiques. Et tu l'as vécu en live, quoi. Ouais.
Mais j'adore justement que tu dises ça parce que ça me permet de parler de l'IA. Aujourd'hui, pour ceux voilà, qui se lancent, qui veulent monter une agence, en fait, aujourd'hui, tu te dis, tu peux tout faire avec l'IA. Tu peux créer du contenu, mais à la pelle. Et je pense que ça a rebattu les cartes aussi. Donc ça, c'est le début, hein, mais ça rebat vraiment les cartes. Et en fait, quand tu te lances dans ce secteur-là, tu peux te dire, bah moi, je vais monter un business, une agence où tout est simple, processé, productisé. Les gens viennent, ils achètent une vidéo, parce que nous, c'était principalement de la vidéo au départ. Ils achètent une vidéo, ils vont ils font ils arrivent dans le panier, ils payent, et puis basta. C'est, donc c'est en fait ce que j'appelle du contenu comme commodité. Mm. Euh, En fait, c'est pas le cas. C'est souvent pas le cas. Parce que pour les paniers moyens qu'on a, quand tu parles de plusieurs milliers d'euros pour une vidéo, même la plus basique possible, et ben en fait, il y a toujours une réflexion. Et tu dois te dire qui achète la vidéo. Est-ce que la personne qui va se renseigner sur ton agence, c'est la personne qui va payer, qui va mettre la carte bancaire? Bah, c'est pas forcément la même en fait. Donc, qui est ton interlocuteur et comment est-ce que tu vas lui vendre ton contenu, ton accompagnement, comment est-ce que tu vas lui vendre tout ça? En fait, c'est un métier d'humain avant tout. Et donc, il faut réussir à convaincre les personnes, il faut réussir à les embarquer avec toi dans tes idées créatives. Ils viennent pour l'aspect créatif. Et, et ensuite, bah, tu vas pouvoir leur vendre ça. Donc, le côté sur étagère, bah, il y en a qui arrivent à le faire, mais en général, c'est des paniers moyens qui sont plus bas. Et bah, tu as très peu de connaissances de ton client, en fait. Je donne un exemple. Par exemple, je caricature, mais ton client, il te dit, enfin, tu obtiens une demande sur le site, je veux une bannière 16 neuvième pour mes réseaux sociaux, avec ceci, donc avec un logo en bas à gauche, avec un titre en haut, à droite. Voilà, ça c'est un modèle très très simple de bannière, et puis ça coûte Mm. tant. Il paye, tu lui fais la bannière, tu n'as aucune interaction avec ton client, et Ouais. puis derrière, tu sais même pas s'il va revenir vers toi. Donc nous, c'est pas quelque chose qu'on propose. Mais même si c'est quelque chose de plus étoffé, avec de la vidéo, du motion design, voilà, et ben en fait, ça va être la même chose. Ça va être du one shot, ça va être peu cher, tu vas essayer de le faire dans les temps, mais derrière, tu n'as pas de reward en fait. Donc c'est ça le problème. Oh, et au-delà du C'est fait pour que tu ça n'as que pas un nous, reward ouais, en tant que. Ah, désolé, un petit peu dégage, du coup, à chaque fois ça va faire ça, mais en tant que fondateur, tu as peut-être non seulement tu as moins de reward, mais en plus, tu disais à juste titre, attention, l'IA arrive et rebat les cartes. Nous, en SEO, on voit exactement la même chose, qui est que le content as a commodity, comme tu as dit, aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur parce que bah, on a vu par exemple toute la rédaction pas chère faite dans les pays mm, externalisés, en pas cher, bah, ça y est, ils n'ont plus de boulot parce que l'IA fait mieux. Et donc aujourd'hui, si ouais, tu veux être une agence, ce que tu dois vendre, c'est tes idées, la relation client, le fait que tu t'intéresses vraiment à cette personne, que tu lui fais passer un bon moment, une bonne expérience d'achat et de suivi, etc., et qu'il a quelqu'un sur qui il peut compter. Parce que si tu te bats avec la guerre des prix, tu vas perdre à cause de la technologie, à cause de l'IA, etc. Donc aujourd'hui, ouais, je pense qu'il faut pas. Déjà qu'avant on disait il faut pas être bloqué dans un marché, il faut pas être bloqué au milieu si t'es ni cher ni pas cher. Et donc en fait t'es paumé au milieu de ta personne. Maintenant je pense que sur certains métiers l'IA arrive et où globalement la technologie a toujours fait ça, elle remonte en fait la barre de la qualité. Et si c'était sur le pas cher, tu as vite. Aujourd'hui ça devient dangereux. Et les agences où bah, tu as des vrais humains derrière, tu peux pas être sur du pas cher, tu dois être sur du service. Comme tu dis, le service, c'est s'intéresser à la personne, s'intéresser au client, s'inscrire dans la durée. Et c'est un bon rappel. Et nous, en contenu, tu vois, nous, on vend des articles, bah, ils sont chers, mais on sait que si on mm. vend des pas chers, ils vont jamais ranker ou dans 6 mois, ils vont être dérankés par les concurrents. Et donc, si tu veux, voilà, les agences, à mon avis, partent toutes, enfin, sont obligées d'aller dans cette direction pour pas mourir. Ouais. Ah, mais je te rejoins tout à fait. C'est super important. Il y a énormément d'agences, mais il y a aussi la menace, en entrepreneuriat, on va parler de menace, la menace de l'IA. Et aujourd'hui, pour la création de contenu, bah, c'est sûr que, enfin, aujourd'hui même, je pense que ça va, tu vois. Mais dans quelques années, bah, en fait, déjà l'image elle est impactée, la vidéo elle sera impactée. Donc, je suis pas là pour être alarmiste, mais en fait, ce qui est important, je pense, c'est justement de montrer sa différenciation
de montrer à tes clients que en fait, tu vas pouvoir apporter quelque chose de supplémentaire que l'IA. Et là-dessus, je suis convaincu que l'accompagnement humain et l'intelligence humaine sera toujours utile en fait, sera toujours essentiel, même dans un projet qui est produit, qui est opéré par l'IA. Donc je m'explique, dans un business d'agence, je pense que ce qui est le plus important et ce sur quoi il faut capitaliser, c'est tes people, les personnes qui font partie de ton agence. Donc nous, chez Pomelo, aujourd'hui, on est 10 personnes en interne. On a aussi une différenciation qui est très forte, c'est le fait qu'on a un réseau, une communauté, la communauté Pomelo, un réseau de 800 créatifs partout dans le monde. Ces personnes-là permettent de faire des tournages, des shootings photos, des enregistrements de podcasts à l'échelle locale. Et évidemment, ça combine le meilleur des deux mondes, économique et écologique, puisque personne ne veut payer un déplacement de toute une équipe en avion à l'autre bout du monde pour faire ce tournage. Donc, on a constitué depuis 4 ans et demi vraiment ce pool de créatifs qui permet, comme on bosse avec des boîtes internationales, de faire des enregistrements un peu partout dans le monde. Donc les people, c'est super important, en interne ou en externe, mais en tout cas, il faut vraiment capitaliser sur des talents. La deuxième chose, c'est sur tes clients, évidemment, parce que bah, tu as des clients, mais ensuite, si c'est un projet one-shot et que tu les revois jamais, bah, ça va être super dur de retravailler avec des nouveaux clients ou retravailler avec eux. Il faut capitaliser sur ces clients. Nous, chez Pomelo, on a travaillé avec 200 clients depuis 4 ans et demi. Donc, c'est 200 clients qu'on peut réactiver, avec qui on peut retravailler, qu'on peut rappeler. Et souvent, je ne dirais pas tous, mais c'est souvent des clients avec qui on s'est très très bien entendu et qui travaillent avec nous depuis 4 ans, 4 ans et demi. Donc ça, c'est Et vraiment top. justement, pour Ouais. comprendre le besoin, tu vois, moi qui suis pas du tout alerte sur ces sujets de vraiment vidéo, c'est quoi la raison pour laquelle quelqu'un vient te voir, tu vois, et il finit par apprendre une vidéo. Toi, ça va être quoi la problématique classique ou le besoin, ou si c'est toi qui vas les démarcher, comment tu leur fais prendre conscience de l'utilité, en quoi ça peut s'inscrire dans le mix marketing, et après aussi du Ouais. coup, dans ma tête, j'imagine que c'est un besoin un peu one shot. Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent? Ça va être quoi un peu les raisons de revenir? Qu'est-ce qui va changer? Ouais. Bah, en fait, c'est plusieurs choses. Les clients viennent pour les références clients, je pense. Ça rassure de savoir qu'on bosse pour des grands groupes comme La Poste, comme AWS, comme Engie, enfin GRDF ou GRC Gaz, des Ça, c'est boîtes comme pourquoi ils ça. viennent chez toi. Ça Mais imagine. rassure. Ouais. Alors, du coup, mais enfin, tu vois, avoir un besoin en vidéo, ça veut dire quoi concrètement? À quoi ça sert? Alors, Boum, question. justement, non, mais t'as tout à fait raison. En fait, je vais différencier ce qui est de l'ordre du besoin et de l'ordre de l'enjeu. En Ok, fait, il y a des boîtes qui vont venir te voir parce qu'elles ont un besoin. Donc, on a besoin d'une vidéo. ok, Une vidéo pour présenter notre produit. Voilà. ok. Ça, c'est bah, du coup, bah, on peut le faire, tu vois. On a fait des centaines de fois. On peut le faire, c'est simple, on sait comment faire. Quand on est une agence de stratégie de contenu, donc justement, donc, nous, on fait de la stratégie de contenu, donc un mix entre la stratégie de communication et la création de contenu. On a comme concurrents des grandes agences comme TBWA, comme Publicis, comme Havas, et on va avoir des concurrents comme des boîtes de prod qui, eux, travaillent vraiment sur des sujets plus opérationnels. Et en Hmm. fait, nous, on a trouvé un mix entre les deux où on peut proposer notre intelligence et notre savoir-faire, notre expertise technique. Ce qui fait qu'on comprend bien les enjeux business et on sait les appliquer sur les contenus digitaux qu'on crée. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir en particulier. Je dis pas que toutes les agences doivent faire ça, mais en tout cas, il faut trouver une différenciation, il faut trouver une expertise, parfois un secteur. Il y a des agences qui sont sectorisées. Nous, c'est pas ce qu'on a choisi de faire. Il y a des secteurs dans lesquels on est très présent, comme la tech par exemple, comme la santé, comme la mobilité, l'énergie ou même les services B2B. On a des super références dans ces domaines-là, mais voilà, on peut travailler pour n'importe quelle boîte. Demain, il y a une boîte qui nous dit voilà, moi je fais des sous-marins alimentés au jus de betterave. Bah, on va dire ok, on peut le faire. Enfin, on peut Classique. communiquer sur vos enjeux. Ce qui me fait parler des enjeux, du coup, parce Ok. que les boîtes qui viennent à toi, l'inbound en général, c'est un besoin. L'outbound, quand tu parles avec ton réseau, quand tu vas faire de la prospection aussi, en outbound, en général, tu vas te focaliser sur les enjeux.
Et là, tu vas aller voir pas forcément les personnes de la com d'ailleurs, mais les personnes qui ont des enjeux en fait, des enjeux business très forts. Donc là, il faut avoir la capacité de comprendre leurs enjeux dans leur industrie. Donc si tu vas parler avec l'industrie pharma et qui te parle de solutions pour solutions oncologiques par exemple, sur des sujets très très pointus, bah, il faut réussir à comprendre et à rentrer dans les problèmes et puis parler le même langage que ton client. Et là, tu vas parler de ces enjeux et en général, répondre à un enjeu a beaucoup plus de valeur. Voilà. Si tu réponds à son enjeu, si tu solves son problème, bah, derrière, finalement, ça n'a pas de prix. Et c'est là que tu peux aller chercher de la valeur. Ok, Donc nous, on est beaucoup plus sur cet apport de valeur, comprendre les enjeux et proposer ensuite une communication qui soit adaptée. c'est Voilà. hyper clair, merci. Alors du coup, on est bien parti sur ce sujet-là. Si on revient un peu à la création de la boîte, donc vous êtes deux, il y a 5 ans, prenez votre café, vous avez directement eu des clients donc, par votre réseau. Comment ça évolue tu te rappelles d'une mission, une mission en particulier qui, je sais pas, avait plus de valeur, enfin, qui t'a marqué pour une raison X ou Y? Petite anecdote. Ensuite, combien de temps vous avez pu rester à deux? Quand c'est que vous avez commencé à prendre des équipes? Donc j'ai bien compris que vous aviez aussi un réseau de partenaires, donc c'est très pratique et on est d'accord là-dessus. Mais votre premier recrutement, Mm. c'était qui? C'était quand? C'était pourquoi? Et aussi comment vous gérez ce côté cash flow d'une agence? Est-ce que je recrute par anticipation, en anticipant que le business va arriver, ou est-ce que j'attends d'avoir vraiment les moyens pour me staffer, mais du coup je suis un peu débordé, tu vois, ce côté être débordé versus avoir du cash qui rentre. Ouais. Ah bah C'est ça bien. Tu très c'est tout organisé, tu l'art notes les de. questions. Exactement. Ouais, non, parce que sinon je pars dans tous les sens. Donc, Comme quoi ça bah ça prouve que c'est pas préparé. On les envoie pas avant. Ah non, c'est pas du tout préparé, hein. On a échangé 5 minutes ensemble avant, mais voilà. Bah, pour répondre à ta question, et je vais essayer d'être sharp, mais c'est vrai qu'au début, bah, on s'est dit, ok, on se lance. On a eu nos premiers projets. Donc au début, c'est un peu fake it till you make it, parce que t'as pas d'équipe. Parce que tu sais faire. Bon, alors nous, on savait faire quand même, mais on faisait nous-mêmes avec nos petites mains. Donc c'est fake it till you make it, parce que t'as pas de référence. Donc il faut très rapidement te créer un portefeuille de références. Pour voilà, il y a eu des petits couacs, il y a toujours des couacs dans la production, parce que de toute façon, bah, il y a des aléas en fait du direct, il y a des aléas de production, d'organisation, de clients, de météo. Je peux te citer mais tellement d'exemples où en fait ça s'est pas passé comme prévu, et il faut savoir justement être bien organisé pour pouvoir rebondir. Je pense notamment à un projet qu'on avait fait pour une marque d'outfit pour le vélo. Voilà, on les a bien lancés et il faisait quand le vélo justement battait son plein à Paris, a commencé à battre son plein, bah, en fait tout le monde voulait s'équiper de nouveaux habits justement qui soient adaptés au vélo. Et donc on les a aidés justement sur leur lancement, sur leur crowdfunding, sur leur content, leur campagne digitale. Et en fait, on a fait des pubs dans la rue, on a filmé sans autorisation, on s'est pris la police sur le dos à 23 heures sur un tournage, qui nous ont interdit en fait de poser la caméra. Il faut savoir qu'à Paris, il y a besoin d'autorisation pour filmer dans la rue. Je Et sais pas. donc, on n'avait pas le droit de poser la caméra, en pied de caméra dans la rue. Et donc, ils nous ont interdit de tourner. Donc nous, on est allé à l'autre bout de Paris, dans un autre arrondissement pour pas se faire choper et puis pouvoir retourner en fait les scènes qu'on faisait à vélo, sachant qu'on filmait à l'arrière d'une camionnette parce qu'on filmait un vélo. Donc il fallait qu'on Ouais. puisse avoir tout le matos à l'arrière d'une camionnette. Finalement, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que c'est le genre de truc, tu te dis, c'est embêtant vraiment si tu te fais choper, si dois annuler ton tournage, etc. Donc il y a toujours des aléas. Ok. Après, sur le recrutement, il se fait au fur et à mesure, je pense. La différence entre une agence et une startup, c'est que en fait, t'es en général sur fonds propres. Tu commences, tu vends des projets, tu gères ta marge, et derrière, c'est ce qui te permet d'être rentable. Une startup, tu vas lever de l'argent sur une idée. Donc, c'est très spéculatif. Tu as juste une idée, tu as du charisme,
et tu vas aller chercher des investisseurs et tu as un POC, bon, en général, tu as un Proof of Concept, mais qui va te permettre derrière de lever des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros pour pouvoir développer ton équipe, ton produit, ton marketing, etc. Donc là, c'est très très différent comme modèle. Donc c'est aussi le parallèle entre Desrush et Pomelo. Le modèle était totalement différent. Mais ton recrutement, tu es obligé de le faire au fur et à mesure. Si tu n'as pas d'aide extérieure, nous c'était le cas, bah, en fait on a lancé la boîte Igal et moi, et puis on a fonctionné sur fonds propres, donc avec aucun apport extérieur. Nos premiers projets ont permis d'investir dans l'avenir de Pomelo. Donc, comment est-ce que tu fais tes recrutements? Bah, en général, quand tu commences à être surstaffé, enfin, tu as trop de boulot, et bah, tu te rends compte en faisant des petits calculs que tu peux recruter des équivalents temps plein. Par exemple, je sais pas, un créatif, un freelance qui travaille bah, un certain nombre d'heures par semaine ou dans le mois, tu te rends compte que si tu l'avais recruté, tu aurais économisé. Et dans ce cas-là, alors il faut compter les charges et tout ça, mais dans ce cas-là, à partir Et du moment où tu arrives à débloquer un équivalent temps plein, et bah tu le recrutes. tu recrutes, si tu veux. Après, ce que je veux dire, c'est tu parles des charges en plus. Il y a aussi les charges mentales en plus. Il y a le fait que faut recruter la bonne personne, faut pas se planter. Il n'y a plus la même dynamique. Moi, c'est un sujet enfin, qui me Ouais, fait beaucoup réfléchir sur le fait qu'à partir du moment où quelqu'un est freelance et est automotivé, quelqu'un est employé, c'est ton job de le motiver, entre guillemets. T'as senti un peu bien ce sûr. moment et comment tu l'as géré? Ouais, carrément. Bah ça, en fait, c'est le modèle d'agence que nous, on a choisi, mais je peux t'en citer plein autour de nous qui ont décidé d'être seuls à bord du bateau, ou deux en tout cas, et juste d'avoir des freelances avec lesquels ils travaillent, fiables, plus chers, mais disponibles quand il le faut, et surtout enfin pas forcément disponibles, mais en tout cas, enfin, tu trouves facilement des freelances disponibles, et en tout cas qui délivrent en temps et en heure. Donc ça, c'est vraiment un modèle. Si tu n'as pas envie disons, de gérer des personnes, de manager des personnes, de travailler avec des personnes dans un bureau, et bah effectivement, tu passes par ce modèle-là. Mais pour moi, c'est pas monter une entreprise que de faire ça. C'est monter disons, enfin, développer des services pour des clients. Mais tu montes pas une entreprise, tu capitalises pas sur justement des people, une marque, etc. Nous, c'est pas le modèle qu'on a choisi. C'est pour ça que je parlais de recruter des équivalents temps plein, recruter en fait Ok. des personnes quand tu commençais sur 1, 2, 3 mois à avoir suffisamment de demandes pour pouvoir te permettre de recruter Hmm. cette personne. Et évidemment, ça apporte de la charge mentale, ça apporte beaucoup d'énergie, enfin ça demande beaucoup d'énergie aussi pour recruter les bonnes personnes. Parfois, il y a aussi des recrutements qui ont voilà, qui ont pas été bons. Dans la vie d'une boîte, c'est comme ça. Et en fait, ben, on s'est rendu compte après que c'était pas les bons recrutements. Soit parce que la personne, elle avait pas les compétences. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on aurait dû s'en rendre compte avant. Mais parfois, c'est juste que c'était le fit ou qu'on se rendait Ouais. compte que son apport, il n'était pas au bon endroit. On pensait que c'était au bon endroit, mais ça ne l'était pas. Et donc, malheureusement, dans ce cas-là, eh ben, il faut que tu te quittes en bon terme. Hein, c'est la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, tu dois te quitter. Ça nous est arrivé et il faut faire avec. Donc, voilà. Et après, la dernière chose sur le cash flow, sur cette partie-là, il faut tenir sa trésorerie d'une main de maître. Super important. En fait, il y a des mois où tu vas gagner au top, tu vas finir un projet, tu vas gagner, bah, tu vas facturer et tu vas recevoir en fait le montant de ton projet. Et il y a des mois en fait où c'est pas le cas et ça va faire en fait des pics. Surtout au début, en fait, tu vas avoir des pics comme ça de trésor et il faut savoir le gérer et le prévoir, l'anticiper plusieurs mois à l'avance. Après, quand tu as recruté des personnes, bah, les charges, c'est les mêmes tous les mois. Ouais. Par contre, les recettes, c'est pas les mêmes tous les mois. Donc, il faut faire encore plus attention, justement, pour pas être dans un trou de trésorerie. C'est super important. Ok, donc toi, vous aviez, enfin, c'est bien. Je pense que tu sais ce que tu veux et vous avez dès le début dit, non, mais moi, c'est le modèle que j'ai choisi. Ça m'intéresse. J'ai envie de construire une vraie entreprise, avoir des employés, avoir comme tu disais, une team d'humains, de gens avec qui je collabore. C'est un truc que tu avais vraiment envie. Tu te disais, tu t'imaginais dans un bureau avec des collègues, etc. Et justement, est-ce que vous avez du bureau? Comment vous collaborez? C'est quoi aussi ta vision sur le télétravail? Tu me disais tout à l'heure que tu es en open space. Ça, c'est hyper intéressant. Perso, je pourrais pas bosser
comme ça, avec du bruit autour. Donc, c'est quoi un peu toi ta vision là-dessus? Ouais, bien sûr. Nous, c'est le modèle qu'on voulait monter avec Igal. On voulait créer une équipe, on voulait créer une entreprise. C'est la première entreprise qu'on crée. Donc, on voulait vraiment créer ce modèle-là et puis recruter, faire grossir Pomelo, les développer avec des clients et développer avec des people. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc, nous, on a des bureaux depuis le début. Ok. Alors là, je suis chez moi parce que justement, je voulais être au calme et pouvoir enregistrer ça tranquillement avec toi, mais on a des bureaux depuis le début. On était dans le cinquième, donc à Cardinal-Lemoine, super bien loti en face de Notre-Dame pendant, ouais, pendant 3 ans et demi. Et puis, comme on était en train de faire des travaux, justement, enfin, déjà, on n'avait plus la place pour l'équipe. Après, donc là, on est en train de faire des travaux dans nos nouveaux locaux qui seront à Saint-Paul. Donc, j'ai envie de dire encore mieux et vraiment dans des super locaux magnifiques, très lumineux, très grands, enfin, top, vraiment top, 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 top. Là, on est en train de faire des travaux là-bas et donc temporairement, on est dans des bureaux qu'on a trouvés qui sont aussi très bien, mais un peu plus petits, qui sont dans le 11e. Voilà. Donc on a toujours eu des bureaux. Pendant le confinement, on était aussi en télétravail. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire avec Igal. On s'est vraiment dit à ce moment-là, mais qu'est-ce qui va se passer. Nous, on s'était lancé 6 mois avant. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette période-là? Est-ce qu'on va réussir à avoir des clients? Est-ce qu'on va réussir comment est-ce qu'on va faire? On avait une petite équipe à ce moment-là, mais c'était principalement des alternants. On s'est dit mais comment on va gérer cette période? On vient de se lancer, c'est déjà là, c'est déjà le bordel en fait. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et après, on était très contents de retourner dans nos bureaux. Ouais, ok. Et donc, ouais, petite parenthèse sur le télétravail. C'est quoi votre vision, vous, là-dessus? Télétravail, on est assez flexible. Ok. On était ultra flexible au début, c'est-à-dire tu fais vraiment ce que tu veux, tu vis ta vie. On est un peu revenu là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu dois venir chez Pomelo 2 jours par semaine. Et après, tu fais ce que tu veux le reste du temps. Mais en général, les gens viennent le lundi, parce que le lundi, on a notre Monday morning. Donc, tout le monde est au bureau. On fait notre point d'équipe sur toute la semaine passée, la semaine à venir. Et c'est un peu notre rituel où on se retrouve, où on parle de notre week-end, où on se lance en fait, on se motive un lundi matin pour repartir sur les projets. Donc en général, lundi on est là. Après, ça dépend vraiment des jours dans la semaine. Et les gens aiment bien venir au bureau parce que il faut savoir que chez Pomelo, il y a une super ambiance. Les équipes, tout le monde s'entend super bien. Et ça, c'est pas donné. Vraiment, ça peut être assez compliqué de créer ça. Mais en fait, les gens sont potes. Et en dehors même du bureau, en fait, tout le monde se retrouve. Et puis, quand on peut, on va faire des after-work, on va faire des activités, on va se retrouver. Voilà. Ouais, à cette taille d'entreprise, c'est l'avantage, c'est que tu peux vraiment créer une entreprise qui ressemble à ses fondateurs. Toi, du coup, quand tu recrutes, enfin, t'es dans tes bureaux et donc tu fais comprendre que c'est ça la culture d'entreprise. Tu essaies de trouver, j'imagine, des gens qui adhèrent et qui ont envie juste qui ont envie de venir au bureau. Tu veux forcer personne, comme tu dis. Chacun fait sa vie, mais tu as envie de gens qui adhèrent à tes valeurs et tu essaies de le filtrer, j'imagine. Euh, Ouais. au- Quand tu as une taille comme Et, ça, juste, ouais, vas-y, vas-y. du coup, ça me permet d'embrayer sur la marque. Qu'est-ce que tu crées? En fait, ce qu'on propose à nos clients, il faut aussi se l'appliquer à nous-mêmes et avant tout à nous-mêmes. Donc, on a, toutes les agences ne communiquent pas. Il y a des agences qui agissent en sous-marin et que tu connais pas du tout, mais qui font les plus belles campagnes des plus grandes marques en France et dans le monde. Nous, depuis le début, on a choisi aussi cette différenciation-là, c'est de communiquer pas mal sur Pomelo. Alors évidemment, il faut y trouver son compte. Il ne faut pas que ça te coûte trop cher en temps et en énergie, enfin en temps et en argent. Mais nous, on a communiqué toujours sur Pomelo depuis le début, sur LinkedIn, sur Instagram, sur notre site. En SEO aussi, on a fait beaucoup de SEO récemment. Et ce qui nous permet de créer en fait une marque qui soit connue, reconnue, crédible. Ça, c'est le choix qu'on a décidé de faire. Mais finalement, ça t'apporte des clients, ou en tout cas, ça fidélise tes clients, et ça t'apporte aussi des talents. Parce que les gens, en fait, ont envie de venir bosser chez Pomelo. Les talents ont envie de venir parce qu'ils voient ce qu'on fait, ils voient les nombreux contenus, les vidéos qu'on fait sur l'équipe, sur comment les gens se retrouvent. On parle souvent de nos bureaux, on parle souvent de nos actualités, de qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a une forte dimension sur l'engagement, sur la RSE, parce
parce qu'en fait, c'est dans notre ADN aussi, c'est des choses qui nous parlent. On est une équipe qui est plutôt jeune en moyenne, donc c'est des sujets qui nous parlent et on a mis la RSE en 2022, fin 2022, on a vraiment mis la RSE au cœur de notre ADN. Donc on parle beaucoup d'éco-responsabilité, on parle beaucoup de droits sociaux dans les entreprises et ça tombe bien, c'est ce que nos clients recherchent aussi quand ils parlent de communication. Ok, trop cool. Et donc aujourd'hui, vous êtes une dizaine. Ouais. T'as recruté quoi comme profil? J'imagine que c'est encore une taille où vous pouvez tout manager à deux. À quoi ressemble l'équipe? Et pour un peu conclure, c'est quoi, ça fait 5 ans, c'est quoi un peu la vision pour les 5 prochaines années? Et tu nous as pas encore parlé du sujet chaud, la flamme olympique? C'est pour ça que je le garde pour la fin. Ouais. Parfait. Alors, bah ouais, carrément. Alors nous, c'est ça, on est une dizaine, on est deux associés, cofondateurs, Igal et moi. Après, on a des chefs de projet, c'est un peu la pierre angulaire chez Pomelo, donc qui s'occupent vraiment de faire le lien entre les clients et l'équipe interne ou l'équipe externe. Et puis après, on a une équipe interne de créa. Donc principalement, ça va être monteur, motion designer, cadreur monteur, communication, donc communication et réseaux sociaux. Et voilà, ça fait notre équipe de 10 personnes. Après, en externe, on a notre réseau de 800 créatifs partout dans le monde. Et là, on va retrouver des personnes qui peuvent nous aider soit sur les tournages ou sur les shootings ou les enregistrements de podcasts ou les événements digitaux. Et on va avoir des profils plus spécifiques comme, je sais pas, des ingénieurs du son ou des comédiens, aussi des comédiens, comédiennes. On va avoir des make-up artistes, des personnes on va pas avoir en interne parce que finalement la demande elle est pas non plus euh, enfin, elle est pas quotidienne. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'équipe. Après, je sais Et, plus, j'ai oublié ta ouais, question ouais, mais, d'avant. mais justement, tant mieux parce que je voulais en rajouter une entre les deux. Quand tu me parles de ça, ça me fait penser qu'on voulait aborder aussi euh, un sujet. On parlait de marge avant, hors antenne. Ouais, Et je trouve que du coup, dans tout cas, c'est vraiment une question qui me vient parce que bosser avec un réseau de freelance, tu disais ça a un coût par rapport à des équipes en interne. On a aussi, du coup, tout à l'heure parlé du fait que quand tu es un peu dans, tu fais pas du pas cher, tu vends de l'intelligence, tu vends du cerveau, tu vends des bonnes idées. Et du coup, est-ce que grâce à ça, tu arrives à réconcilier le fait de passer par des gens qui ont leurs propres tarifs, qui sont aux quatre coins du monde, et avoir des marges correctes? On considère souvent que 70% c'est une marge brute qu'il faut respecter dans une agence. Ouais, comment tu calcules ça? Comment tu gères ça? Est-ce que vous arrivez à respecter ça? Et quels ont été un peu est-ce, ouais, quels sont les learnings ouais. ou les que tu peux peut-être partager? Et bah, en fait, la marge, c'est intéressant que tu parles de la marge et de la marge brute parce que c'est le nerf de la guerre en fait dans une agence. Il faut que tu sois rentable sur chacun de tes projets ou sinon c'est un investissement. Donc il faut respecter une marge. Nous, chez Pomelo, on va respecter une marge entre 75 et 80% par projet. Là, je parle de marge brute, ce qui te permet Bien ensuite sûr. de payer des salaires et payer tes locaux et d'investir aussi dans ta boîte. Euh, Après, il y a certains projets où on va dire, bah, en fait, ça c'est une super référence, une opportunité de travailler sur ce projet. Donc on va un peu rogner sur notre marge. Et puis c'est ce que je considère comme un investissement. Et puis il y a des projets qui sont ultra rentables où tu peux tout faire en interne, qui prennent pas beaucoup de temps. Et puis tu te dis, bah en fait, tu peux quand même le vendre au juste prix, mais où tu vas pouvoir générer une marge qui est plus importante. Voilà. Mais la marge, c'est ultra important dans ton agence parce que si ça fait défaut, bah tu vas pas tenir très longtemps. Bon, bon rappel. Et en effet, c'est quand même c'est un business que tu autofinances. Comme tu dis, c'est pas une start-up. Tu fais pas ça avec l'argent des autres. Et par contre, du coup, l'avantage, c'est que Voilà. c'est ta boîte. Contrairement aux gens qui lèvent beaucoup de fonds et qui se rendent pas trop compte des implications ou du coup, ils sont plus chez eux. C'est une autre Ouais. dynamique. Donc, faut gérer ça. Et sinon, ça devient juste. C'est même pas que. Il y en a qui ont un peu le tabou de l'argent, mais si tu fais pas ça un peu pour l'argent, ta boîte, elle Ouais. va pas continuer. Donc, en fait, c'est un peu. C'est pas très logique. Euh, la dernière Ouais. question, c'était, c'est quoi ton Je dirais prochaine. justement, Vas-y. tu commences par la passion, c'est la passion qui te drive, et après tu te rends compte de la réalité des choses aussi. Et la passion, elle Ouais. reste, c'est super important. Mais après, il faut aussi gérer l'argent, il faut gérer les relations humaines, il faut gérer plein d'opérationnels, en tout cas au début. Après, tu peux te détacher de l'opérationnel et mettre des team leads, des personnes qui gèrent les pôles.
C'est le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, la passion initiale, elle doit rester. Mais en tout cas, tu te rends compte qu'il y a il y a plein d'autres éléments que tu dois pouvoir gérer. Et puis c'est aussi un autre sujet, le Voilà. côté de la passion initiale, parce que du coup, toi, en tant que fondateur, ton job, il évolue, tu as des paliers, tu es tout seul, tu es deux, tu as tes premiers recrutements, tu es 5, tu es 10, tu es Ouais. 50. Et en fait, il faut aussi avoir la passion pour ces autres sujets, sinon ça peut être un peu dangereux, ou tu peux être, décider de rester à une certaine taille. La passion, elle évolue, et les jobs, ils évoluent, et il y en a qui veulent pas, et ils ont raison, ils peuvent dire, dans moi, mon job, j'ai envie de filmer, je filme, et donc je reste à taille humaine, mais faut pas oublier ça, quoi. Faut apprendre de nouveaux métiers et avoir envie de... En fait, il faut être clair avec tes ambitions dès le départ. Et tes ambitions, elles peuvent changer. Mais il faut être très clair là-dessus. Et entre associés, il faut aussi l'être pour que bah, tu puisses aller dans la même direction. C'est un bon point. Et du coup, on parlait il y a pas longtemps avec un autre invité ils ont fait un plan quand ils se sont lancés sur 5 ans et rigolaient qu'ils ont atteint exactement ce plan. Et donc, ils se disaient, qu'est-ce qui se serait passé si on avait dit le double en termes de chiffres et de rapidité ou qu'est-ce qui se passe si on avait fait moitié moins, si on avait mis dans notre plan moitié moins. Donc, comme quoi, ça sert de fixer des objectifs. Et aussi, justement, quand tu n'es pas tout seul, tu le rappelais très bien par rapport à la communication entre associés, même avec l'équipe. Euh, voilà. Est-ce que du coup, tu as un plan pour les 2, 5 prochaines années? C'était ça ma question, ma dernière question avant la conclusion sur la flamme. Ouais, bien sûr. Bah écoute, pour les prochaines années, nous, notre objectif est toujours le même, c'est de croître, de faire grossir Pomelo, de faire grossir Pomelo en termes évidemment financiers, donc de chiffre d'affaires, mais aussi la relation qu'on a avec nos clients qui est très importante, proposer plus d'accompagnement et de l'accompagnement long terme, donc de l'accompagnement qui passe par de la stratégie, qui passe par adresser des enjeux business, des enjeux business et des enjeux stratégiques, et y répondre grâce à de la communication et des contenus digitaux. Mais les contenus digitaux, là-dessus, nous, on est agnostique des contenus, c'est-à-dire on va pas proposer que de la vidéo, on n'est pas monoproduit, parce qu'en fait, la vidéo n'est pas forcément le meilleur, la vidéo ou le podcast, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais tel contenu n'est pas forcément le meilleur pour répondre à l'objectif. Donc, on va se focaliser sur les objectifs. Ce qui fait qu'on va faire plus de stratégie de contenu. Et ça, bah, on a commencé à travailler de cette façon-là avec nos clients historiques. Et notre objectif, c'est justement de répandre ça au maximum, d'aller chercher aussi des clients, parce que on a commencé de l'outbound, on a commencé donc la prospection il y a, je sais pas, un an, il y a un peu moins d'un an. On a vraiment commencé à faire de la prospection. Et on n'a pas de commerciaux hein, chez Pomelo, mais on est deux associés qui faisons ça. Et en fait, bah, ça te permet d'aller chercher des vrais enjeux business. Là où avant, bah, les clients venaient nous voir pour des besoins, des commodités, qui Hmm. peuvent être vraiment importantes, hein, mais tu peux aussi faire des très beaux projets en répondant à des commodités, mais c'est pas du tout le même objectif. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. On veut, pour arriver à ça, donc à être une agence de stratégie de contenu euh, digne de ce nom. Pour y arriver, il va falloir recruter aussi des personnes spécifiques, par exemple des planners strat, des personnes sur bah, du conseil et de l'accompagnement. Il va falloir recruter peut-être recruter ou travailler avec d'autres talents, des nouveaux talents, des réalisateurs, des experts social media, choses que nous aujourd'hui on fait en interne. Et puis après, bah, nous, on est aussi ouvert à faire des rachats de boîtes parce qu'on a été approché plusieurs fois par des agences qui voulaient qu'on les rachète, en fait, qui avaient une expertise spécifique. Ça s'est fait au début, c'était un peu trop early stage. C'était juste après le Covid et donc c'était pas forcément intéressant. Euh, L'année dernière aussi, il y avait une boîte qu'on a failli racheter et c'était en fait un peu sur la bulle, disons NFT, métaverse. Donc cette bulle étant, enfin dans les négociations, cette bulle est retombée et en fait, bah, on s'est rendu compte que ça servait, c'était pas la direction qu'on voulait prendre, ça servait plus à rien. Donc aujourd'hui, on est toujours ouvert à ce type de D'accord. rapprochement C'est et assez ça se aligné avec permettra cette. aussi de faire grandir Pomelo. Ouais, quand tu dis que tu vas attaquer en gros des nouvelles verticales ou des nouveaux métiers qui sont connexes et que tu cherches des talents, finalement, peut-être que les talents, s'ils sont bons, ils sont déjà en place et ils ont déjà une petite agence.
mais il serait Ouais, peut-être intéressé pour être dans un plus gros groupe. Ok, hyper intéressant. exactement. Bon, et alors maintenant, du coup, dernier sujet, Ah, la flamme voilà. olympique. J'ai rien dit, hein. Bah, c'est comme ça, t'as teasé depuis le début, là, t'as commencé à le vendre. Mais ouais, je suis porteur de la flamme olympique pour la région Île-de-France. On est 23 porteurs de la flamme. Je vais la porter le 20 juillet en Seine-et-Marne. Donc si ce jour-là vous êtes là, bah, venez me faire un signe, ça me ferait ultra plaisir. Et pourquoi? Je pense que c'était ta question. Parce qu'en Pourquoi? fait, je représente, selon la région Île-de-France, les valeurs du sport et de l'entrepreneuriat et de l'engagement. Donc trois choses qui me sont très chères et qui sont aussi reliées à Pomelo aujourd'hui, ce que j'ai essayé d'insuffler dans Pomelo. Mais voilà, pour ces trois raisons-là, et ben en fait, j'ai été sélectionné, j'ai été appelé même par Valérie Pécresse il y a l'année dernière sur mon téléphone portable et elle me dit bonjour Simon Cohen, c'est Valérie Pécresse, je vous ai sélectionné pour porter la flamme olympique. Et donc là, à ce moment-là, je suis un peu tombé de ma chaise, j'ai pas compris ce qui se passait. Je pensais que c'était une vieille technique de prospection. Et, Ça et aurait puis été en pas fait, mal. depuis, ouais, non mais c'est incroyable en fait. Je m'attendais pas du tout à ça parce que il faut dire que j'ai été sélectionné. Moi, j'ai pas postulé ou quoi que ce soit. J'ai été sélectionné par la région et en fait depuis, c'est aussi une super opportunité pour parler de ce que je fais, de ma boîte, de Pomelo. J'ai fait des plateaux télé, j'ai fait de la radio, j'ai eu des articles, petit article dans Forbes aussi si vous voulez aller voir. Il y en a qui J'ai eu payent pas mal cher pour ça, donc d'opportunités de bravo. faire des reportages, etc. Exactement. On n'a jamais payé. Ah si, on a payé une fois. Ah, j'aurais pas dû dire jamais. Mais on a payé une fois pour un article dans un journal spécialisé. Mais sinon, on n'a jamais fait de RP. Et on se disait justement que c'était beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et en fait, bah, cette année, bah, les médias viennent à nous. Et c'est tant mieux. Pour dire, ah, on veut connaître votre parcours, on veut comprendre ce que fait Pomelo, etc. En général, c'est plutôt sur le parcours. Et moi, j'essaie d'expliquer ce qu'on fait chez Pomelo. Et en fait, ça marche, ça crée beaucoup de visibilité, de la crédibilité, ça fait remonter Pomelo dans les rankings aussi, dans les classements SEO. Parce que quand tu as un article dans Force, bah, derrière, T'as un beau en termes backlink. de notoriété et d'autorité de domaine, c'est incroyable. Donc ça nous fait remonter, quoi. Bah, franchement, les Voilà médias avaient pour la raison. petite anecdote sur Là, le relais de c'est. la flamme. Mais t'es. Attends, j'espère que je dis pas une connerie, mais du coup, t'es un sportif en particulier ou comment ils t'ont. Ouais, je fais du sport, j'ai toujours fait beaucoup de compètes. Je pense que ça se retrouve aussi dans ma façon d'entreprendre. Mais j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais jeune et en compétition. Et Ok. puis là, récemment, j'ai commencé à faire du plongeon, donc du plongeon acrobatique en piscine. J'ai commencé ça il y a 2 ans et demi. Et puis j'ai été un peu mordu. J'ai adoré, j'adore toujours. Et puis l'année dernière, du coup, je suis allé au Japon. J'ai représenté la France au championnat master, au championnat du monde master. Et j'ai eu la médaille de bronze à 5 mètres. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait ding ding Ok, du côté de la d'accord. région et qui m'a permis d'être assez Su- visible Super, ben voilà, on là-dessus. saura tes secrets. Merci Simon. Voilà. J'ai tout dévoilé. Bah écoute, merci Théo hein, pour ce temps. Ça me fait très plaisir d'avoir échangé ça et j'espère que ça aide aussi. Ouais, je pense que c'est un parcours qui est inspirant. On en sait plus sur toi et sur Pomelo. Comme tu disais, t'es bon à pas que parler de toi et puis rediriger vers Pomelo, mais c'était le but. Le but, c'est Ouais. qu'on parle de ce que tu fais. Tu vois, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, vraiment le contenu vidéo. Moi, je viens du SEO. Hein, c'est plutôt écrit. Et ben là, tu vois, tu m'as fait découvrir un nouvel univers. Je pense que ça va servir à pas mal de Ouais. personnes. Comme on disait, notre objectif, c'est que quand on voit juste un profil sur LinkedIn ou qu'on voit un site internet avec une boîte, si on veut les contacter, on sait pas forcément quelle est la personnalité qui est derrière. Là, ça pourra Ouais. vraiment donner le ton. Donc, on te remercie et c'était vraiment un plaisir de passer cette heure ensemble. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis tu parlais de contacter. Moi, je suis toujours dispo sur LinkedIn pour pouvoir parler ou prendre un café. Donc c'est Simon avec plaisir Cohen si. sur LinkedIn. C'est bien ça? Ouais, exactement. Yes, c'est Génial. ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très bonne journée à toi. Merci Théo. À Salut bientôt. Simon. Ciao.